pour cette journée d'études et nous écouterons d'abord l'hymne national. Alors, chers invités, nos chers responsables de l'université, de la faculté, président de la journée, responsables du laboratoire l'AILEM, nos chers collègues, nos chers étudiants, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée d'études qui réunit autour d'une même table le secteur de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Organisée par le laboratoire l'AILEM, en collaboration avec la Faculté des Lettres et des Langues, cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'une précédente journée organisée par les mêmes instances et sous la direction du professeur Amouden Mhand et également en partenariat avec notre faculté. La thématique retenue aujourd'hui est à savoir l'enseignement-apprentissage du français dans le secteur de l'éducation nationale et les besoins de formation des futurs enseignants est au cœur de nos préoccupations actuelles. Il s'agit d'une question stratégique car la qualité de l'enseignement du français conditionne non seulement la réussite scolaire des élèves, mais aussi leur avenir académique et professionnel. Cette rencontre a pour ambition de créer un espace de dialogue et de réflexion collective. Donc, elle nous invite à croiser nos expériences, nos pratiques et nos recherches pour mieux comprendre les défis qui se posent et imaginer des solutions adaptées à notre contexte. De ce fait, les travaux s'articuleront autour de plusieurs temps, de plusieurs axes, entre tables rondes pour la matinée et des ateliers réservés aux communications pour l'après-midi. Au programme de cette journée, donc une session d'ouverture et de mise en contexte portant sur la formation initiale des enseignants, leur parcours et la diversité de leur profil. Ensuite, 3 tables rondes seront consacrées à 3 axes intitulés respectivement l'enseignement du français entre recommandations théoriques, directives officielles et réalités de terrain. Ensuite, la formation continue des enseignants et enfin, les épreuves de français, quelles retombées sur la formation et l'évaluation des apprenants. Pour la session de communication, nous avons 5 interventions de thématiques variées et qui s'articulent autour de la formation initiale, des futurs enseignants, la formation continue, l'insertion professionnelle, etc. Nous espérons que cette journée sera fructueuse et qu'elle permettra d'atteindre nos objectifs fixés au bénéfice de la réflexion collective et de l'amélioration de nos pratiques enseignantes dans les 2 secteurs, celui de l'enseignement supérieur et celui de l'éducation nationale. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter d'abord le président de la journée, M. Lalilesh Nadir, à prendre la parole.
Je vous remercie. Monsieur le excusez-moi. Monsieur le vice-recteur chargé de la pédagogie, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des langues, Madame la directrice du laboratoire l'AILEM, chers collègues du comité scientifique, chers collègues du comité d'organisation, chers communicants, chers enseignants, chers étudiants, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion de la tenue de cette journée d'études qui s'intitule « L'enseignement-apprentissage du français dans le secteur de l'éducation et les besoins de formation des futurs enseignants ». Cette journée d'études s'intéresse à une question très importante, c'est l'enseignement du français dans les écoles algériennes, dans les primaires, les collèges et les lycées. Cette journée d'études s'intéresse tout particulièrement aux enseignants qui sont les acteurs clés de l'enseignement-apprentissage dans les écoles algériennes. Et les futurs enseignants sont les actuels étudiants. Cette journée d'études va nous offrir l'opportunité de croiser des regards d'enseignants-chercheurs, mais aussi d'inspecteurs de l'éducation nationale, d'enseignants formateurs, de praticiens de terrain, mais aussi d'étudiants et de doctorants qui s'intéressent à la thématique de cette journée d'études. Cette journée d'études nous invite à nous interroger sur la formation initiale des enseignants. Elle nous invite à nous questionner aussi sur leur formation continue. Elle s'interrogera aussi sur l'évaluation des apprenants. Et enfin, elle va s'interroger sur le décalage qui existe entre les prescriptions officielles et les pratiques de terrain des enseignants. Le programme vous a été présenté par ma collègue Ould Ben Ali, donc je ne vais pas y revenir. J'espère que les communications seront bénéfiques. J'espère aussi que les échanges qui animeront les travaux seront riches, constructifs et surtout porteurs de propositions concrètes. Des propositions qui seront au service de la formation des enseignants et au-delà de la qualité de l'enseignement dans les écoles algériennes. Pour terminer, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite à tous une agréable journée d'études. Merci, professeur Lanivette. Je invite à présent Madame Aïtouna Zekia, directrice du laboratoire. Merci, Madame. Alors, bonjour à tous. C'est avec une grande émotion, avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui parce que cette journée n'est pas une simple journée, ce n'est pas une simple rencontre scientifique, c'est un moment de retrouvailles avec mes anciens collègues de l'éducation nationale. Donc ça me fait rappeler un petit peu mes débuts dans l'enseignement et ça me fait un grand plaisir. Aujourd'hui, en ma qualité de directrice du laboratoire l'AILEM, je tiens d'abord à remercier monsieur le doyen, d'abord monsieur le vice-recteur chargé de la pédagogie pour sa présence. Je remercie monsieur le doyen pour tout ce qu'il a fait pour la tenue de cette journée. Je remercie également tous les inspecteurs, formateurs, enseignants formateurs d'avoir accepté de collaborer avec nous et de participer à cette journée. À leur tête, M. Aïssed Selim, que je remercie vivement pour tout ce qu'il a fait, parce que honnêtement, sans lui, le contact des enseignants, le contact des inspecteurs aurait été très difficile, voire impossible. Donc je vous remercie encore une fois, M. Aïssed. Donc j'espère que cette journée sera riche en échanges et surtout en perspectives et en recommandations pratiques. Donc je souhaite la bienvenue à tous et merci encore une fois. Merci, Madame Aïtmoula. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter le professeur Belkach Mourad, doyen de la faculté
Merci, chers collègues. Madame la directrice du laboratoire de recherche l'AILEM, Monsieur le président de la journée d'études, Monsieur le vice-recteur, Madame la vice-doyenne, Monsieur le vice-doyen chargé de la recherche, chers invités inspecteurs de l'éducation, formateurs, chers doctorants et étudiants, chers collègues enseignants, bonjour. Donc, c'est vraiment un grand honneur pour nous aujourd'hui de participer à cette journée d'études en présence de formateurs qui nous viennent du secteur de l'éducation, des formateurs de langue française. Donc je sais la valeur d'un inspecteur dans la formation des enseignants, parce que moi-même j'étais enseignant au collège, donc au CEM. J'ai vu quelle est l'importance d'un formateur en tant qu'inspecteur dans la formation justement des enseignants, même ceux qui sont près de la retraite. Ça veut dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je tiens à remercier également tous les enseignants du département de français, à leur tête le chef de département, M. Bloussa, qui ont contribué justement à la préparation de cette journée avec le laboratoire, tous les membres du laboratoire l'AILEM. Je rends un hommage à notre ami, mon cher ami professeur Hamoud El-Mehend, qui a justement fait du travail, parce que cette journée est une continuité d'une journée que nous avions déjà organisée dans le cadre du laboratoire. Donc je le remercie infiniment du travail qu'il a fait et qu'il continue de faire jusqu'à aujourd'hui, même s'il il a une mise en disponibilité. Je tiens à rappeler également que cette journée, au niveau de notre faculté, est la deuxième journée que nous organisons avec cette rentrée universitaire. Donc nous avons, avec le laboratoire Ta'wil wa Tahlil al-Khitab, qui ont organisé une première journée, un colloque national. Cette journée, justement, donc, est la deuxième au niveau de notre faculté, et il y a plusieurs activités scientifiques qui sont programmées avant fin décembre de cette année. Donc nous sommes en train de faire une belle rentrée universitaire dans le cadre de la recherche et de la pédagogie. Je tiens à rappeler aussi qu'au niveau de notre faculté, il y a un nouveau-né, c'est que nous avons à gérer une annexe de l'ENS. Donc les étudiants qui auparavant étaient affectés à l'ENS de Bouzaléa et l'ENS de Sétif, actuellement, ils sont installés à Bidjayam, donc au niveau du campus Amizour. C'est la faculté des lettres et des langues qui prend en charge leur formation. Nous avons un groupe, donc nous formons un groupe pour le collège et deux groupes pour le primaire. Donc nous avons des étudiants qui sont en train de préparer, nous sommes en train de préparer de futurs enseignants. Donc, vous, en tant qu'inspecteur, vous aurez déjà à nous aider. Donc, dans la formation, nous ferons, Inch'Allah, appel à vous. On va essayer de profiter de votre expérience sur le terrain pour, justement, essayer d'assurer une très bonne formation à ces futurs enseignants. Vous savez qu'il y a eu même une réforme de leur formation avec les nouveaux statuts de l'enseignant au niveau du secteur de l'éducation. Donc maintenant, un enseignant de primaire et de collège, il doit passer donc 5 années de formation. Ce n'est plus 3, 4, 5, maintenant c'est 5, 6. Donc nous comptons également sur l'appui du laboratoire l'AILEM, à leur tête Madame Aïtmoula Zakia, le département de français, pour nous aider justement à faire fonctionner cette annexe, parce qu'elle a été annexée à la faculté des lettres et des langues avec un nombre total de 540 étudiants dans différentes spécialités, mathématiques, physique, anglais, français et langue arabe. Donc sur ce, je termine mon intervention en remerciant une autre fois, je réitère mes remerciements à nos invités inspecteurs qui sont venus aujourd'hui. Je remercie fortement donc la directrice du laboratoire pour tout le travail qu'elle fait, la continuité. Nous lui avons fait confiance et nous avons donc raison de lui faire confiance. La preuve, elle fait du bon travail au niveau du laboratoire. Parce que concernant ce laboratoire, l'AILEM,
C'est quand même un petit peu particulier parce que c'était le premier laboratoire que nous avons créé au niveau de la faculté des lettres et des langues. Et il faut que ça continue, et il faut qu'il y ait plusieurs activités. Vous pouvez compter sur notre appui pour justement avancer dans vos recherches. Donc, sur ce, je déclare ouvert les travaux de la journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Doyen. Nous remercions à notre tour vivement pour l'encouragement et le soutien de toutes les initiatives, de toutes les bonnes initiatives. Merci beaucoup. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous, que cette journée soit un pas en avant vers une collaboration bénéfique entre les deux secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Merci. Merci à Texas. Alors j'invite les concernés par la première session, M. Belkassa et M. Abdelouhab Fatah. Donc cette session, c'est une session d'ouverture, de mise en contexte, donc qui s'articule autour de la formation initiale des enseignants,
Bonjour à tous et bienvenue à nos invités de l'Éducation nationale. Mon collègue et moi allons vous présenter une petite présentation globale de la formation initiale des enseignants de français à l'ENS. Ça, c'est mon collègue qui va s'en charger. Et moi, je vais vous présenter la formation des enseignants à l'université de Béjaïa. Bon, je vais essayer tout d'abord peut-être de commencer par le profil d'entrée des étudiants en première année licence. Ce que nous remarquons tout d'abord, c'est que nous avons des étudiants qui présentent des profils hétérogènes, qui viennent de filières très différentes du lycée. Donc nous avons des étudiants qui ont fait donc, au lycée, qui ont suivi des études en langue étrangère, d'autres en lettres et philosophie. Nous avons même des étudiants qui ont fait donc sciences expérimentales au lycée. Et la seule condition de sélection pour cette filière, c'est la note du bac. La note du bac, comme vous le savez certainement, qui est calculée selon cette formule-là. Vous avez donc la moyenne du bac qui est multipliée par 2 et la note que l'élève a obtenue en langue française. Et tout cela est divisé par 3. Ce que nous remarquons, j'ai essayé de chercher un petit peu les chiffres et les moyennes d'accès en 2015 et celles que nous avons en 2025. Nous avons remarqué que la note d'obtention, bien la condition d'accès, la moyenne d'accès a fortement augmenté quand même. Nous avons en 2015, la moyenne d'accès c'était 10,97 et en 2025, la moyenne est de 12,89. Et cela aussi se remarque par le fait que nous avons beaucoup moins d'étudiants qu'en 2015. En 2015, nous avions en L1, en première année de licence, 560 étudiants. En 2025, nous nous retrouvons avec 150 étudiants uniquement en première année de licence. Ce qui caractérise également ces profils-là, c'est que nous avons des étudiants en première année de licence qui subissent beaucoup de rupture en réalité, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont appris au lycée, ils ont beaucoup de mal à transférer leurs compétences. Tout ce qu'ils ont appris, par exemple, je prends comme exemple la dissertation qu'ils ont fait par exemple dans la matière de philosophie au lycée. Quand ils arrivent à l'université, ce changement-là de langue, parce que vous voyez la langue française qui était une matière enseignée au lycée, devient à l'université une langue d'enseignement. Tout ce qu'ils ont appris dans la matière de philosophie, par exemple, au lycée, ils ont beaucoup de mal à le transférer dans les matières qui s'étudient en langue française. Ils découvrent la dissertation qu'ils ont déjà découvert en langue arabe, mais comme s'ils découvraient un nouveau genre auquel qu'ils n'ont jamais pratiqué. Aussi, bon, ça c'est en ce qui concerne global. Je vais vraiment vous présenter la chose d'une manière vraiment très très globale parce que nous manquons de temps. En ce qui concerne la licence de français, comme vous pouvez le remarquer, ils ont plusieurs matières. Ils ont des matières de langue, donc la matière d'expression, compréhension et expression orale. Ils ont la matière de compréhension et expression écrite, etc. Ils ont des matières de méthodologie, comme technique du travail universitaire, technique de la recherche universitaire, etc. Ils ont des matières à contenu. Les matières à contenu, nous avons les matières à contenu 1, donc vous avez des modules de linguistique, de phonétique, et vous avez des matières à contenu 2, ce sont des matières beaucoup plus orientées vers la littérature, comme la littérature 1, littérature 2, littérature 3, civilisation 1, civilisation 2, civilisation 3. Mais ce qui manque le plus à cette formation en licence, ce sont des modules de didactique. Si on regarde un petit peu toute la formation de la licence, les étudiants n'ont que 2 matières de didactique. Ils ont en 3e année de licence le module d'initiation à la didactique. Ils ont une autre matière qui est celle d'ILS. Et si nous observons un petit peu le descriptif de la formation de la licence, nous remarquons que les concepteurs de ces matières-là affirment que la licence de français
forme l'étudiant à l'enseignement. Comme vous pouvez le remarquer ici, ça j'ai copié directement ce qui est écrit dans le descriptif, c'est que la licence de français, la licence en langue française, offre des possibilités de recrutement. Dans un premier, la plus grande possibilité de recrutement, c'est dans l'enseignement. Mais si nous observons un peu plus, si on va un petit peu dans les détails, nous remarquons que la licence en langue française est une licence qui prépare beaucoup plus à la recherche. Enfin, on peut dire que c'est logique parce que c'est une licence académique qui présente beaucoup plus, qui prépare beaucoup plus les étudiants à poursuivre en master qu'à s'orienter vers l'éducation ou bien vers l'enseignement. D'ailleurs, nous avons les chiffres, près de 87% des licenciés donc s'inscrivent en master. En ce qui concerne les masters, nous avons 3 masters à l'université de Béjaïa, donc 3 masters distincts et qui présentent en réalité 3 formations différentes. Le premier master qui est le plus prisé par les étudiants, c'est le master sciences du langage, dans lequel vous remarquerez que la matière de didactique, elle fait une petite apparition en 2e année de master, et en plus de ça, c'est une matière semestrielle et c'est un CM. Donc, la matière en question s'intitule « Didactique du FLE ». Donc, c'est une matière en réalité qu'ils ont déjà fait en 3e année. Donc, en réalité, ils vont se retrouver à refaire les notions de base de la didactique. Le deuxième master qui est le moins prisé par les étudiants, que les étudiants craignent, c'est le master littérature et civilisation. Là aussi, nous avons en réalité 2 matières de didactique uniquement. Donc, didactique du texte littéraire, qui devient en S2 enseignement du texte littéraire, qui est pratiquement la même chose. Et nous avons le module de TIS. Là aussi, on forme très très peu les étudiants de ce master-là à l'enseignement. Le 3e master, c'est le master didactique des langues, dans lequel nous avons, c'est tout à fait normal, beaucoup plus de modules de didactique, des modules qui peuvent se regrouper dans 3 logiques différentes. Nous avons tout d'abord déjà des matières qui sont orientées vers les compétences. En première année, par exemple, de master, nous avons la didactique de l'écrit, la didactique de l'oral, la didactique de l'interculturel. Nous avons également des matières orientées vers les approches, vers les nouvelles approches. Le module, par exemple, de nouvelles approches, de didactique du projet pédagogique, etc. Et nous avons d'autres matières qui sont beaucoup plus orientées vers ce qu'on appelle les sciences contributoires, comme par exemple la psychopédagogie, la sociologie de l'éducation, etc., etc. Le seul souci dans ces 3 masters-là, c'est que les 3 masters offrent les mêmes possibilités de recrutement pour les étudiants. C'est-à-dire, et les étudiants en sciences du langage, les étudiants en littérature et civilisation, et les étudiants de master, ils ont exactement le même, enfin, dans le descriptif du moins, ils présentent le même profil. C'est-à-dire, on les oriente soit à l'éducation nationale, soit à la recherche scientifique. Je répète là aussi, c'est des masters académiques. Ça prépare beaucoup plus les étudiants à continuer leur recherche qu'à s'orienter vers l'insertion professionnelle dans l'éducation nationale. La chose aussi qui peut retenir notre attention, c'est que dans tout le parcours des étudiants des 3 spécialités, donc sciences du langage, littérature ou bien civilisation, ils n'ont aucun stage. Aucun stage pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que leur première expérience dans l'enseignement, il se fait sur le terrain après l'obtention de leur diplôme. Et je passe la parole à mon collègue. Merci, chers collègues. Chers collègues, chers participants, chers étudiants, chers invités, je vous souhaite tous la bienvenue. Nous sommes très contents, très heureux de vous recevoir ici, parmi nous, afin de discuter le rapport, le lien entre 2 passages transitoires, à savoir la formation dite initiale et la formation et l'insertion professionnelle. Alors, après avoir décrit la formation universitaire, non spécialisée, entre guillemets, à mon tour, je vais essayer de faire un descriptif d'un enseignement, cette fois-ci spécialisé. Il s'agit bien entendu de l'ENS, ou bien l'École normale supérieure. Avant de m'étaler sur la qualité ou bien la nature des contenus, des dispositifs, ou bien de la nature des
de la formation proposée à l'ENS, je voudrais faire un petit rappel ou bien une histoire rétrospective. Il faudrait peut-être remonter un peu dans le temps pour synthétiser l'histoire de la formation. Donc, notre pays a connu, à vrai dire, trois moments, trois phases. Donc, à l'indépendance, c'était un moment d'une insertion dans l'enseignement sans formation. Et par la suite, intervient un second moment, c'est la période entre 70 et 98, les fameux ITE, par nostalgie. Et je sais que beaucoup de nos invités connaissent l'expérience et les détails. Qu'on le veuille ou non, l'ITE a laissé une, je dirais entre guillemets, une belle empreinte dans l'histoire de l'éducation nationale. En plus de l'ITE, il y a ce qu'on appelle l'ENSET, c'est-à-dire l'enseignement technique et technologique des enseignants. Je rappelle que cette formation est destinée aux enseignants du primaire et du collège. Ensuite arrivent les années 90, c'était la période de la restriction budgétaire, donc je dirais que l'Algérie a opté, a tenté d'arrêter, ou bien de fermer, même si ça s'est pas fait rapidement. Ils ont duré plus longtemps que prévu. Donc les années 90, je rappelle aussi que l'ITE, l'accès, les conditions d'accès à l'ENS, à l'ITE, à l'époque, il n'exigeait pas le bac. Donc, il suffisait d'avoir le niveau de terminale. Ensuite arrive la troisième phase, c'est-à-dire les années 2000, précisément depuis la réforme de 2003, 2004, 2005. Dans plusieurs références, j'ai du mal à la citer. On parle de 2003 normalement. Cette réforme va être la plus marquante. D'abord, elle va décréter, et là, c'est bien sûr dans la loi de 23 février 2008, où il est décrété, la formation initiale, c'est quoi? C'est une formation universitaire. Cela dit, à partir de cette période-là, l'accès à l'enseignement, le candidat doit être pourvu d'un diplôme universitaire, au moins une licence. Ça, c'est pour les trois phases. Maintenant, concernant la formation au niveau de l'ENS, l'ENS, donc automatiquement, il propose donc deux formations, un volet théorique et un volet pratique. Mais nous, ce qui nous intéresse, du moins pour les travaux d'aujourd'hui, c'est le volet pratique. Alors, d'abord, je rappelle que cette école, elle a quand même un effectif réduit. Il y a un suivi individuel et surtout un contrat de travail garanti. Et c'est vraiment un avantage. Donc, les volets en question se répartissent en trois. Il y a le volet académique, il y a le volet psychopédagogique et didactique, et bien entendu, il y a le volet professionnel. Donc, dans la formation, donc, on vient de me corriger, moi je suis venu avec une fiche dans laquelle est écrit pour l'enseignement du secondaire, le PES, il faudrait Bac plus 5, finalement c'est passé à Bac plus 6. Pour le PEM, c'est Bac plus 5 maintenant, et pour le MEP, l'enseignement primaire, c'est Bac plus 3. Ah, donc, par rapport à la formation, donc l'enseignement académique est étalé tout au long du palier choisi. Donc il y a un enseignement théorique équivalent à une licence, donc Bac plus 4 maintenant, alors qu'avant c'était Bac plus 3. Il y a un Master 1, Bac plus 5, et un Master 2, Bac plus 6 depuis la réforme de cette année. Donc, maintenant, concernant le volet pratique, donc il y a trois types de stages tels qu'elles sont décrits. Donc il y a un enseignement didactique et psychopédagogique de l'équivalent de 225 heures par an, c'est-à-dire le long du cursus, préparant l'étudiant à son futur métier d'enseignant. Donc il y a un enseignement professionnel sous forme de stage, contrairement à la formation proposée par l'université. Comme l'a rappelé mon collègue, il n'y a pas de stage, alors qu'à l'ENS, on a trois types de stages. Alors, il y a le stage d'observation qui se fait à peu près au mois d'octobre, mois de novembre, où le stagiaire passe un jour par semaine dans son établissement d'affectation. Il y a ce qu'on appelle le stage alterné qui a lieu généralement en décembre jusqu'à mois de mars,
qui consiste en une prise en charge progressive d'une classe d'élèves par le stagiaire en présence de l'enseignant titulaire, un jour par semaine. Et il y a le stage bloqué d'une durée de 15 à 21 heures qui se tient au mois de mars et avril, où le stagiaire est appelé à prendre en charge partiellement ou totalement sa classe, et ce, toujours en présence d'un enseignant titulaire. Alors, pour le stage professionnel, dont l'importance n'est pas démontrée, et d'un volume horaire qui avoisine les 350 heures, est géré par une cellule. Alors, elle organise le stage selon la composition du triptyque, c'est-à-dire le groupe de stagiaires, 4 étudiants, le tuteur, enseignant de l'ENS, et l'enseignant d'application, c'est-à-dire un enseignant bien sûr, de l'éducation nationale, dans le palier concerné. Ensuite, il y a le suivi du triptyque à partir de fiches dites navettes, des contrôles de différentes périodes, et en plus, il y a une gestion de documents. On appelle ça les documents du stage, composés d'un cahier du stage, des grilles d'observation et d'évaluation. Alors, chaque stagiaire est tenu de rédiger un rapport qui sera noté, ainsi que le cahier de stage et les grilles d'observation par son tuteur. L'étudiant stagiaire est également évalué par l'enseignant d'application, donc il va lui remettre une note. Donc, ces notes-là, pondérées d'un coefficient, seront incluses dans l'évaluation globale de l'élève enseignant. Alors, en conclusion, on pourra dire que ce métier plutôt avant de conclure, j'aimerais rappeler les intitulés des modules en liaison avec c'est-à-dire le monde professionnel. Alors, je citerai le module intitulé, les modules intitulés comme suit. Alors, il y a l'étude de programme, manuel et évaluation, chose qu'on ne trouve pas dans notre formation universitaire. Il y a didactique de la spécialité. Il y a les théories d'apprentissage, même si ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait dans les nouvelles approches. Il y a le module intitulé psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a aussi les outils techniques de la gestion de classe. Il y a analyse de pratiques professionnelles. Et bien entendu, il y a la législation scolaire. Donc vous voyez bien qu'il y a une culture de la classe, de la culture de la classe qu'on n'a pas à l'université. Donc normalement, j'ai fait le tour. Donc pour conclure, je veux juste dire que c'est un métier impossible selon Freud, mais l'action pédagogique ne peut être efficace sans un effort perpétuel de l'enseignant et un effort de renouvellement. Donc j'espère que les travaux de la table vont nous permettre à chacun de nous de découvrir et d'échanger. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Il est là. Et monsieur Terilit Salah. Alors, nous vous invitons à rejoindre monsieur Alélèche.
Maintenant, après cette première présentation de mes collègues, on va passer, comme c'est indiqué sur le programme, à la première table ronde que je vais modérer. Alors, l'intitulé de cette première table ronde, c'est l'enseignement du français entre recommandations théoriques, directives officielles et réalité de terrain. Son sujet principal, donc, c'est l'enseignement du français. Donc, c'est de ça que nous allons principalement parler. Et ce sujet principal, nous allons le mettre en relation avec les recommandations théoriques. Et quand on parle de recommandations théoriques, on pense au savoir, aux connaissances dispensées dans les universités. Et quand on parle de directives officielles, c'est surtout les textes officiels, les directives ministérielles, etc. Et il y a aussi la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est ce qui se passe en classe. Donc c'est ce que font les enseignants en classe avec leurs apprenants. De cet intitulé ou de cette thématique vont jaillir deux questions directrices. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a des écarts entre les recommandations théoriques et les pratiques de classe des enseignants? Pour la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des écarts, cette fois-ci, entre les directives officielles et les pratiques de classe des enseignants? D'autres questions peuvent être posées, bien sûr. Je vais les poser dans quelques instants. Et avant de nous lancer dans les travaux de cette première table ronde, je vais peut-être demander à nos deux chers invités de se présenter eux-mêmes. Donc je pense que c'est préférable que chacun se présente lui-même au lieu que ce soit moi qui vous présente. Voilà. Allez-y. Bonjour tout le monde, donc c'est M. Terlit Salah, inspecteur d'enseignement moyen exerçant à Bijaya. Voilà. C'est ma 10e année d'inspection, peut-être ça vaut le coup de le souligner, j'ai passé 29 ans sur l'estrade, c'est comme ça que je me présente. 29 ans sur l'estrade, donc j'ai pratiquement vécu l'enseignement fondamental en tant qu'enseignant, pas en tant qu'élève. L'élève, c'est autre chose. Et la réforme qui a été initiée en 2000, et puis la réécriture des programmes qu'on a appelé, je ne sais pas pompeusement, programme deuxième génération, en 2016, c'est à partir de là que j'ai débuté ma carrière d'inspecteur. Voilà, merci. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Oui, à vous. Oui. Là, ça marche? Oui, très bien. Chers collègues, bonjour. Donc, c'est M. Bouzard, inspecteur de français à Tizi Ouzou. Voilà. Est-ce qu'on va y aller tout de suite? Alors, pas tout à fait tout de suite. Je vais peut-être expliquer le déroulement de la table ronde, mais très rapidement, en 2 mots. Donc, les intervenants, tous les deux, vous allez avoir chacun une dizaine de minutes maximum. Et j'insiste sur le respect du temps, donc 10 minutes maximum pour chacun, où vous allez répondre aux questions que je vais présenter dans quelques instants. On discutera sur certains aspects. Ensuite, on discutera sur certains aspects liés à cette thématique. Et la parole sera également donnée au public s'il y a des questions qui seront posées. Donc on va se faire un plaisir de les prendre. Et deux précisions importantes aussi. Donc il ne s'agit pas dans cette table ronde de présenter des savoirs magistraux, mais plutôt de croiser des points de vue, de confronter vos expériences personnelles afin de dégager des pistes de réflexion. Donc vraiment, on aimerait bien que vous nous parliez de votre expérience personnelle en tant qu'inspecteur
de l'éducation. Alors, pour ce qui est des questions qui seront traitées, donc la première est la suivante. Avez-vous observé des incohérences entre les recommandations de l'éducation nationale et les contenus de formation dispensés à l'université? Si oui, lesquelles et comment elles impactent la formation des enseignants? Deuxième question, elle concerne l'approche par compétences et la pédagogie du projet. L'approche par compétences et la pédagogie de projet sont-elles effectivement intégrées dans les manuels scolaires? Sont-elles mises en œuvre par les enseignants? Avant-dernière question, constatez-vous des divergences entre les recommandations de l'éducation nationale et les pratiques pédagogiques réelles des enseignants en classe? Si oui, lesquelles? Si oui, lesquelles? Et quelle stratégie suggérez-vous pour réduire ces écarts? Dernière question, quel partenariat pouvons-nous envisager entre l'université et l'inspection? Donc cette question est vraiment importante parce que elle va nous permettre de lier plus de liens entre l'université et l'éducation nationale, et plus particulièrement avec vous en tant qu'inspecteur. Voilà, donc la parole est à vous, et vous avez, je le rappelle, une dizaine de minutes pour aborder un petit peu les questions que je viens de poser. Bien. Je commencerai par dire que la question est d'une complexité, que cela nécessiterait peut-être 2-3 journées d'études pour pouvoir en parler et aller au bout des réflexions. Mais je vais essayer de résumer cela à quelques points, à quelques axes si vous voulez. J'essaierai d'expliquer un peu, mais en 10 minutes, ça sera quasiment pas facile. Voilà. Alors, donc pour cette première question, j'ai essayé de schématiser un peu cette tension. Ça se fait dans une sorte de tension, ce que j'ai appelé un triptyque institutionnel, s'agissant donc de l'enseignement du français, entre la formation initiale, l'institution, donc le ministère de l'Éducation, et les pratiques de classe observées par nous-mêmes. Ces 3 dimensions, bien ces 3 pôles, interagissent et produisent des tensions. J'essaie d'expliquer pourquoi cette tension-là. En fait, ces tensions sont générées du fait même que les théories universitaires ne sont pas toujours transposées en démarche pédagogique ou didactique. C'est tout le monde qui le sait. Nous savons que les savoirs théoriques ne suffisent pas. Nous recevons des étudiants, quand bien même ils seraient bons théoriquement, parfois ils ne le sont pas du tout. Et ce que nous constatons, c'est qu'ils apprennent le métier en faisant. C'est learning by doing, n'est-ce pas? Et nous considérons que les théories universitaires, lorsqu'elles existent, elles ne sont pas transposées sur le plan didactique. Toute la problématique réside à ce niveau-là. Et les prescriptions officielles, pourtant, imposent un cadre défini. L'institution, lorsque nous lisons nos documents de référence, nous allons retrouver un cadre dans lequel va intervenir l'enseignant qui est généralement peu outillé. Et je suppose que mes collègues qui vont intervenir vont aussi confirmer ce constat-là. Alors, nous nous retrouvons face à des pratiques de terrain, soit nous avons de la résistance, ou bien des collègues, carrément des enseignants, qui vont s'écarter par le fait qu'il n'y a pas de médiation, justement, entre les 2 premiers pôles, à savoir l'université et le ministère de l'Éducation. Donc, en tant qu'inspecteur, nous reprenons ici une expérience vécue, c'est-à-dire que nous vous apportons un regard.
Alors, à cette question-là, je préfère ne pas parler d'incohérence. Je ne suis pas habilité, je ne possède pas les compétences pour évaluer ce qui se fait à l'université, mais je voudrais plutôt parler des exigences institutionnelles, de la réalité observée et de l'écart. Je préfère parler de cette façon-là, pour des raisons d'abord de temps imparti, mais aussi pour des raisons de compétences que je ne possède pas. Donc, je préfère le mot écart au mot incohérence. Alors, j'ai relevé 9 écarts que j'ai essayé de synthétiser sous forme de thématiques. Alors, en fait, nous avons affaire ici à tout un processus. C'est le processus de déroulement des apprentissages, des enseignements-apprentissages. À commencer par la connaissance des programmes, leur organisation et leur mise en œuvre. Nous accueillons des enseignants qui connaissent peu ou pas du tout les programmes qu'ils sont censés enseigner. Et ils les découvrent avec nous. Il suffit parfois de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, donc dans les groupes, pour voir que les enseignants n'ont aucune idée des programmes, y compris parfois ceux qui nous viennent des ENS, parfois. Mais ceux qui ne sont pas formés à l'ENS ne connaissent pas les programmes, pour des raisons évidentes qui ont été exposées tout à l'heure. Nous avons donc une implication inévitable, c'est la conception de la progression d'apprentissage et la formulation des objectifs d'apprentissage. Nous allons avoir affaire à des enseignants qui ne connaissent pas la notion de progression, qui ne maîtrisent pas la notion d'objectif, la notion d'activité, la notion de tâche, etc. Que ce soit au plan conceptuel et encore moins d'un point de vue pratique. Nous avons les références théoriques et paradigmes pédagogiques et didactiques qui sont consignés dans les documents de référence. Entre autres, l'approche par les compétences, l'approche communicative, le constructivisme, le socioconstructivisme, le cognitivisme et la linguistique de l'énonciation. J'en parlerai un peu plus parce que c'est sincèrement ce qui pose sérieusement problème au niveau du lycée. C'est ce qui va priver la méconnaissance de ce type de linguistique, de cette linguistique textuelle de l'énonciation, prive l'approche théorique, l'approche communicative de son socle théorique. Et elle devient carrément caduque. On ne fait que parfois reproduire, refaire ce qui a été fait au collège. Nous avons un 5e point, c'est le parcours scolaire de l'élève et ce continuum nécessaire dans l'étalement des programmes du primaire au secondaire. L'enseignant qui arrive au lycée ne sait pas ce qui a été fait au primaire, ne sait pas également ce qui a été fait au collège, et de ce fait, il se retrouve dans une situation telle qu'il ne sait pas quels sont les besoins qu'il pourrait éventuellement prendre en charge, intégrer dans ses plans de formation. Donc, il y a nécessité de former les enseignants à ce continuum. On doit avoir une idée. Qu'est-ce qu'on fait au collège? Qu'est-ce qu'on fait au primaire? Quels sont les acquis du primaire et quels sont les acquis du collège pour que je puisse bâtir un plan de formation au secondaire. 6e point, c'est la maîtrise partielle et parfois inexistante des types et des fonctions de l'évaluation et de leur mise en œuvre d'un point de vue pratique. Aujourd'hui, ces 2 premières semaines sont consacrées à l'évaluation des profils d'entrée, à l'issue desquels vont être catégorisés les élèves d'une classe, catégorie A, catégorie B, les groupes de besoins. Et il se trouve que cette évaluation, c'est le constat que je fais, n'est pas encore maîtrisée, pour la simple raison que nous ne comprenons pas encore sa fonctionnalité, mais nous ne comprenons pas encore ses implications. Parce que c'est cette évaluation des profils qui va permettre de bâtir des plans de formation adaptés. Or, ce n'est pas le cas. On va se retrouver dans un enseignement de type classique, tel qu'on va élaborer des unités, on les appelle comme on veut, mais en tout cas, ça ne dépasse pas le cadre d'une simple répartition des contenus et du temps.
Et tout ceci sans tenir compte véritablement des besoins réels en apprentissage. Je parlerai aussi, j'ai noté aussi la didactique de l'oral qui n'est qu'un prolongement, hélas, de ce qui se fait à l'écrit, c'est-à-dire de la compréhension de l'écrit, sans tenir compte de la spécificité de l'oral en termes d'authenticité, de la communication réelle, de la communication verbale et de la communication non verbale. Tous ces aspects sont occultés et on va se retrouver dans une situation telle que nous enseignons l'oral comme nous enseignons l'écrit. Hélas, nos élèves n'apprennent pas à parler en situation de communication réelle. Je parlerai surtout, et là j'insiste beaucoup sur la didactique de la lecture, l'apprentissage de la lecture. La lecture aujourd'hui est réduite à une simple évaluation sommative. Une simple évaluation sommative de ce que l'élève a compris dans le test, c'est-à-dire qu'on va l'évaluer sur la base de ses connaissances antérieures. On ne lui enseigne pas des stratégies de lecture pour devenir à terme un lecteur autonome. Parce que l'objectif assigné à l'enseignement de la lecture, c'est de devenir un lecteur autonome. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous n'enseignons pas les stratégies de lecture. Et même si, parfois de manière implicite, pour certains élèves qui ont un niveau assez bon, ils arrivent à développer la compétence métacognitive. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est surtout les élèves qui n'ont pas dépassé le stade de la lecture décodage. Il y a des élèves qui arrivent au lycée, ils ne savent même pas lire. Je dois finir. Oui, bon. Oui, j'aimerais avoir plus de temps, mais ce n'est pas possible. Mais sinon, j'aurais beaucoup de choses à dire. Alors, corrélativement. 2 minutes? OK. Corrélativement, il va y avoir une implication, la non-maîtrise des stratégies de lecture va avoir une implication sur la maîtrise de la compétence de production de l'écrit. Celui qui ne sait pas lire ne saura pas écrire. Ça fonctionne de pair. Et il se trouve que, et le constat sans être alarmiste, j'essaie de rester objectif, même si véritablement il y a de quoi être alarmiste, parce qu'en 10 ans de français, nos élèves n'arrivent pas à produire une introduction et une conclusion à un texte argumentatif, explicatif. C'est dramatique. Je le dis bien, nous devons passer, nous devons créer un pont. Et là, je suis un peu dans les recommandations, des suggestions, si vous voulez. Il va falloir traduire tout ce que le futur enseignant apprend. En théorie, il va falloir le transposer sur le plan didactique, c'est-à-dire le ramener à une situation de classe. Il ne peut pas comprendre ce qu'est la linguistique textuelle si on ne l'applique pas à un texte. Il ne peut pas comprendre ce que veut dire progression de l'information dans un texte si on ne le soumet pas à une activité où lui-même, il essaie de retrouver comment fonctionne, comment progresse l'information dans un texte. On ne peut pas parler de modalisation discursive donc dans un discours si lui-même, l'étudiant, le futur enseignant lui-même, n'est pas soumis à ce type de tâche. Il doit lui-même retrouver les indices de l'énonciation. Il doit interroger ces indices de l'énonciation et tirer des conclusions, absence, présence d'indices. Voilà donc, tous ces points-là, je les ai développés ici. Je vous soumets, si vous voulez, mon PowerPoint, je vous le remets, vous allez retrouver les détails. J'ai aussi un document en format papier que j'ai imprimé et que je vous remettrai. Voilà, parce que j'avais souhaité avoir un peu plus de temps, mais hélas, voilà. De toute façon, il y aura quelques minutes à la fin de la table ronde pour le débat. Et peut-être que ce sera l'occasion de revenir sur des points importants que vous n'avez pas traités dans cette présentation. C'est nous qui vous remercions pour cette présentation très très riche qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses auprès de vous qui êtes inspecteur et qui exercez sur le terrain depuis des années avec les enseignants. Donc bonjour.
Je précise qu'on ne s'est pas concerté avant, mais en suivant un petit peu sa présentation, donc indirectement, qu'on le veuille ou non, il y a un croisement. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Peut-être que je vous inviterai à vous mettre là-bas, en fait, parce que oui, la caméra est dirigée vers le bureau qui est là-bas. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit, à peu près, on fait le même diagnostic. Sauf que peut-être je vais présenter les choses un peu différemment. Moi, j'ai écrit « Les enseignants de français, dès le début de leur carrière, sont confrontés à l'utilisation de concepts. » Quand je dis concept, c'est en relation avec toutes les disciplines, didactique, pédagogie, psychopédagogie, législation, etc. Et ces concepts, ils ne les maîtrisent pas toujours et surtout, dont ils ne voient pas immédiatement l'intérêt ni la portée, que ce soit l'heure de la préparation des activités destinées aux élèves, ni durant les sessions de formation auxquelles ils s'astreignent. L'institution de l'éducation pense y avoir remédié dès lors que le corps d'inspection se voit investi de la mission de formation et le terme est un peu à la mode, accompagnement. Je me rappelle la première question qu'on a débattue lors de notre formation initiale, est-ce que le mot inspecteur déjà convient dans l'éducation? On essaye de dire formateur, accompagnateur, etc., bien qu'il y a volet évaluation, donc indirectement contrôle, inspection. Entre les aléas des différents modes de formation, initiale, continue, permanente, l'ambivalence du terme inspection au sens de contrôle ou au sens d'accompagnement professionnel, le déficit de formation spécialisée pour l'inspecteur lui-même, le sureffectif ou le nombre d'enseignants pris en charge par l'inspecteur au niveau de sa circonscription, l'étendue géographique dans laquelle il intervient, la gestion administrative du volet formation et l'hétérogénéité des besoins chez les personnes à former, l'absence ou manque de moyens matériels. Il y a fort à parier. Donc il y a au moins 7 bonnes raisons, cette probabilité que la mission de l'inspecteur ne soit pas la solution idoine. Au pire, si elle n'en constitue pas carrément un obstacle à la formation des formateurs. Je vais peut-être expliquer ce dernier point. L'inspecteur, je préfère mettre au conditionnel, parfois est un obstacle à l'auto-formation parce qu'il a tendance à imposer sa propre méthode, ce qui peut être en contradiction avec les besoins réels de la formation. Je précise que les enseignants, stagiaires, ou même ceux qui sont sur le terrain, ils disposent de savoir. Je vais définir ça par 3 types de savoir, et ce n'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est dans les programmes officiels et réécrits en 2016. Donc il y a ce qu'on appelle le savoir référentiel, c'est la connaissance par rapport à la discipline. Il y a le savoir méthodologique, c'est de cela qu'on a besoin une fois on est enseignant, et il y a le savoir social. Pour le savoir référentiel, l'inspecteur il est complètement diminué. Nous n'avons aucun moyen de remédier. Si l'enseignant a des lacunes, on n'a ni le temps ni les moyens de remédier. Donc notre intervention se limite à la formation au savoir méthodologique. Et méthodologique, ce n'est pas une invention de l'inspecteur, c'est par rapport au programme officiel. Sauf que l'enseignant n'a pas vraiment le temps de lire les documents officiels. Actuellement, sur le terrain, il y a 2 documents que je ne cesse de répéter à chaque fois que j'interviens. L'enseignant ne peut pas les éviter. C'est le programme officiel lui-même et le document d'accompagnement qui explique un petit peu la manière d'utiliser ce programme.
Il y a d'autres aspects par rapport à la législation. Il y a le mot fort. Le mot fort, pour être efficace sur le terrain, on parle d'éclectisme pédagogique. Éclectisme pédagogique, ça suppose la maîtrise de plusieurs approches et méthodes. Alors que même si la méthode officielle retenue chez nous actuellement, c'est l'approche par les compétences, mais il y a aussi d'autres concepts qui sont liés. J'ai noté tout à l'heure, par exemple, la différence entre enseignement et apprentissage. Pour quelqu'un qui n'est pas sur le terrain, il y a confusion. C'est un continuum, mais quand se termine l'enseignement et quand débute l'apprentissage et vice-versa. Donc, voyez-vous un petit peu la difficulté à laquelle nous sommes en principe tenus d'y remédier, mais a-t-on vraiment les moyens? Je ne sais pas si j'ai résumé la situation. Si j'avais le temps de détailler, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on va peut-être les reprendre tout à l'heure dans les débats. Merci. Je ne sais pas si je peux voler 2 minutes à mon collègue. Oui, vous pouvez, hein, oui, allez-y. Hein. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Alors, en fait, c'est la deuxième question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Est-ce que la deuxième question à laquelle je n'ai pas pu répondre, à savoir, est-ce que l'approche par les compétences et la pédagogie de projet sont prises en charge dans les manuels? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces manuels ne sont pas conçus dans l'approche par les compétences. Ça, c'est fondamentalement à la base. Déjà, c'est une pléthore de questions, je dis bien donc de questions parce que la question évalue. La question sert à évaluer les connaissances antérieures, alors que l'activité met en situation d'apprentissage. C'est toute la différence. Quand dans un manuel, première AS lettres, on demande à un élève étudier le système énonciatif. Quand j'étais enseignant en 2005, c'était l'année du lancement donc, de ce manuel, je me disais, mon Dieu, moi-même j'ai de sérieux problèmes pour étudier la situation d'énonciation dans un texte. J'avoue, ce n'est pas évident. De la demander à un élève de première AS lettres de vous faire ressortir, donc analyse de discours, etc., ce n'est pas si évident que cela. Donc je vous dis tout de suite que d'ailleurs les manuels, dans une version de ma PowerPoint, j'avais employé le mot désuet. Le manuel est désuet. Je pense que je n'ai pas tort. Je ne voulais pas trop forcer sur la chose, je voulais rester objectif, mais je dirais quand même que le manuel est presque totalement abandonné. Voilà, ça c'est un constat. Constat que tout le monde partage d'ailleurs. Alors, l'approche par les compétences, oui, elle existe comme ça théoriquement. Elle existe, la pédagogie de projet aussi. Tout le monde parle de projet, etc., intégrateur, tout ce que vous voulez. Mais parfois, il m'arrive de poser la question autour de moi, qu'est-ce qu'une compétence? Comme ça, juste pour discuter. La réponse n'est pas évidente pour tout le monde. On ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'est une compétence. On ne connaît pas les composantes de la compétence. Et conséquemment, on ne peut pas enseigner dans l'approche par les compétences. On ne sait pas lier objectif d'apprentissage et compétences. On ne perçoit pas de manière holistique ou de manière curriculaire toutes ces dimensions-là qui participent à quelque chose qui s'appelle l'apprentissage, l'enseignement-apprentissage. Tout le problème se situe à ce niveau. Donc, quand on me pose la question, est-ce que les manuels reprennent le pas du tout. Ce n'est pas possible. D'autant plus que, d'ailleurs aujourd'hui, les enseignants ne comprennent pas l'articulation nécessaire entre projet didactique, celui qui se déroule en classe, et le projet pédagogique comme étant un moyen d'intégration, de savoir, de transfert. On ne comprend pas cette articulation. C'est ce qui explique d'ailleurs que assez souvent c'est fait pour être fait de manière formelle. Si maintenant on ne saisit pas cette portée, on ne sait pas que
le projet didactique est tenu par le projet pédagogique, vous allez voir que nous allons avoir affaire à un enseignement de type traditionnel classique, une compilation de règles, etc., qui ne participe nullement de la formation de ces élèves-là. Nous partageons ces opinions avec un grand nombre de mes collègues. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un grand chantier. Un éternel chantier. On n'arrive pas encore à asseoir. Ah, merci. On n'arrive pas encore à asseoir cette idée-là de la nécessité de convoquer tous les domaines, que ce soit les sciences du langage. Les sciences du langage, ça sert à quoi? Notamment tout ce qui relève de la linguistique du texte et autres. Ça nous permet de mettre en mouvement l'approche communicative de la langue. Mais lorsqu'on ne comprend pas ce qu'est l'approche communicative déjà, même dans sa dimension théorique, on ne comprend pas ces corrélations. Voyez-vous? Et ça, à mon avis, excusez-moi, chers collègues universitaires, c'est à l'université de nous fournir ce matériau. Nous allons accompagner les enseignants à travers des séminaires, etc. C'est pour la mise en pratique, voyez-vous. Mais je pense que les savoirs académiques, de manière générale, universitaires, relèvent de la formation universitaire. Très bien. Je sais que, excusez-moi, donc je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, bien sûr, vous pouvez dire ce que vous avez à dire, mais peut-être en répondant à d'éventuelles questions que l'assistance va poser. Voilà, s'il vous plaît, donc vous allez répondre dans quelques instants. Excusez-moi, parce qu'on a un temps de parole qu'on est vraiment obligé de respecter. Donc maintenant, c'est l'heure du débat. Donc si vous avez des choses à rajouter, pas forcément des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des choses en relation avec la thématique que vous avez envie de partager avec nous, donc la parole est à vous. Et vous reviendrez après, excusez-moi, sur ce que vous vouliez rajouter. Pédagogie de projet. Puis j'avais dans la classe, il y avait 3 enseignantes du collège, enfin un enseignant du lycée qui fait encore le master, en fait, il fait le master. En même temps, il enseigne. Donc quand on leur explique la pédagogie de projet, les principes de la pédagogie de projet, le processus, etc., puis là, ils se perdent. Donc ils ne comprennent pas. Pour eux, ils se disent, mais c'est pas ce qu'on trouve sur le terrain, on ne peut pas faire ça. Et donc, c'est là l'écart vraiment entre la théorie et la pratique. C'est quand on forme les enseignants les étudiants plutôt, sur des approches, des pédagogies, etc. Et puis sur le terrain, comme vous le dites, le manuel ne travaille pas du tout la pédagogie de projet. Voilà. Donc là, un enseignant, il se perd réellement, même s'il comprend bien les principes de la pédagogie de projet, mais une fois sur le terrain, là, il ne se trouve plus, il ne sait pas comment... voilà. Je comprends mieux maintenant que l'université, les étudiants bénéficient tout de même dans le cadre de ce module des concepts, etc. C'est bien. Je pense que ce qui fait défaut, bien ce qui reste encore insuffisant, c'est le pilotage d'un projet. Les étapes de pilotage, comment gérer un projet. En fait, au-delà des savoirs disciplinaires, donc des 4 compétences que nous dispensons, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a une compétence transversale qui est développée à travers le projet. C'est la socialisation, c'est l'autonomie, n'est-ce pas?
les enjeux, on les connaît sur le plan théorique. Sauf que, assez souvent, on vous dit « je ne peux pas réaliser des projets dans une classe de 40 élèves ». C'est vrai que c'est des contraintes difficiles à gérer. Mais je crois qu'à la base, il y a une formation qu'il va falloir dispenser, c'est le pilotage. Comment piloter un projet, une feuille de route. Enseigner aux futurs étudiants comment gérer son projet de sa naissance, de sa négociation avec les élèves, jusqu'à sa socialisation, sous quelque forme que ce soit, d'affichage, de communication orale ou autre. En fait, c'est merveilleux la pédagogie de projet. Là, c'est mon avis que je donne. C'est merveilleux. En fait, au-delà de ce que j'apprends, mais j'apprends à intégrer, j'apprends aussi à discuter avec mon collègue, j'apprends à négocier avec, etc. Bon, c'est pas ici qu'on va faire le cours, vous maîtrisez mieux que moi cet aspect-là, mais les enseignants n'arrivent pas encore à saisir cette portée, cet enjeu ô combien fondamental. Voilà, je m'arrête là. Circonscription CETIF 1. Je remercie mes deux collègues. Je remercie avant tout d'être invité par mon collègue M. Baka pour assister à cette journée d'études dans la thématique très importante. Et ça nous concerne en premier lieu, nous les inspecteurs. Sur le terrain, c'est un décalage, un gouffre, un abîme entre tout ce qui se donne à l'université, le produit donné par l'université et des enseignants, même... Pardon. Alors, sur le terrain, donc je vais, par rapport à ce que M. Bouzard a précisé entre le continuum, entre les trois paliers, primaire, le moyen, le secondaire. En tant qu'inspectrice de l'éducation nationale, et partagé par les avis de mes collègues, il n'y a pas de continuité entre nous, entre les paliers. En tant qu'inspecteur, on est les derniers à être informés de ce qui est nouveau. À titre d'exemple, la formation des enseignants de l'UNS, Bac plus 6, ça c'est nouveau, on n'est pas au courant. Le programme donné à l'UNS, le programme donné à l'université, aucune idée en tant qu'inspecteur. Cette continuité, comment elle pourra être assurée? Par des journées de formation, des séminaires entre les trois paliers des inspecteurs. Je vous parle d'un point essentiel que je suis triste de savoir, de le voir quotidiennement dans les réseaux. Des enseignants, lorsqu'ils élaborent le point que M. Bouzard a touché, les profils d'entrée. Ça travaille sur... On ne sait pas le préparer. Et donc, en plus, on ne sait même pas le profil de sortie réel des élèves depuis 2 ou 3 ans, monsieur, je ne sais pas exactement, la deuxième génération, quand est-ce qu'elle a commencé, hein? Pardon, 2016. Alors, les anciens collègues travaillent sur l'ancienne génération. Et ça a vraiment changé, la deuxième génération. La donne, elle a changé. Les élèves qui viennent du collège, 4e année, d'accord, ont un potentiel meilleur que celui du secondaire. On a introduit le document d'histoire qui est pris en terminale. Et on est en train seulement de vérifier ce test de positionnement par rapport à un texte, d'accord? Une seule compétence, un texte, ce n'est pas deux, un texte avec des questions de compréhension et une tâche pour le résumé ou un plan ou une rédaction. Donc nous avons 2 compétences à vérifier. Pour revenir, les écarts, un point important, la lecture, la didactique de la lecture, la didactique de l'oral, et la didactique de la production écrite. Donc vous voyez vraiment, ce n'est pas un écart, moi je dirais un abîme. Il n'y a pas continuité. Je vous remercie. C'est pas par hasard, madame, ça a une explication. D'accord, monsieur, j'aimerais bien avoir une réponse. Alors, bonjour, c'est monsieur Barra, inspecteur de l'éducation nationale. Je voulais juste apporter
ma réponse par rapport à la première question qui est posée aux collègues, à savoir les incohérences entre la formation initiale des étudiants ou des enseignants et le terrain ou les programmes, ou en tout cas leur mise en pratique sur le terrain. Je pense que le plus grand problème dont souffrent les étudiants lorsqu'ils quittent l'université et qu'ils sont en contact avec la réalité du terrain, c'est le problème de transposition. C'est-à-dire qu'il y a un problème de transposition théorique. C'est vrai qu'ils font énormément de théorie à l'université, mais à partir du moment où celle-ci n'est pas suivie d'une pratique. D'ailleurs, le collègue qui avait parlé tout à l'heure, donc le binôme qui est passé en premier, avait parlé de l'absence de stage pratique pour les étudiants. Bon, pour l'ENS, je suis moi-même prof associé avec l'ENS de Bouzelaya, donc je m'occupe des stages des 5e années. Donc les étudiants bénéficient des stages. Donc, au moins, ils sont imprégnés de quelques pratiques, hélas disparates, parce que nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'inspecteurs d'éducation nationale, nous n'arrivons pas encore à accorder non-violent, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui sont différentes selon qu'on soit à Alger, selon qu'on soit à Djelfa ou à Tamanrasset. Voilà, merci. Donc on va donner la parole à un dernier intervenant. Donc ce sera la dernière intervention. Si vous permettez, si vous permettez, donc puisqu'il n'y a pas d'intervenant, j'ajoute une autre remarque. J'ai parlé d'incohérence donc que j'ai nommée transposition entre l'université et les pratiques, mais il y a aussi une incohérence, c'est là, elle est propre aux acteurs de l'éducation nationale, c'est le décalage entre les recommandations des programmes et les pratiques réelles. Là aussi, il y a un énorme décollage. Je suis l'un des défenseurs les plus fervents de ces programmes, seulement ces programmes sont hermétiques et ils ne se livrent pas facilement pour prétendre, je ne sais pas, j'aurais fait une quarantaine de lectures de ces programmes et à chaque fois je découvre des choses. Donc ils n'ont pas été vulgarisés et les concepteurs n'ont pas su les vendre malheureusement. Et nous en pâtissons, c'est-à-dire, bon, quand je dis nous, c'est en tant qu'inspecteur mais aussi en tant qu'enseignant et que dire aussi des débutants. Merci. Très bien, merci à tous pour votre précieuse contribution. Donc effectivement, il y a des écarts, comme vous l'avez souligné, entre les savoirs théoriques dispensés dans les universités et les pratiques des enseignants. Il y a effectivement, en plus des premiers écarts, d'autres écarts entre les recommandations officielles et les pratiques de classe des enseignants. Donc c'est une réalité. Et les raisons, bien sûr, sont multiples. Et peut-être qu'une des raisons, vous l'avez souligné vous, et on l'a souligné aussi dans la première intervention, c'est peut-être en relation avec les stages pratiques. Et quand il n'y a pas de stage pratique, où l'enseignant aura la possibilité de voir par lui-même lors de stages d'observation, et d'autres stages pratiques où il mettra en pratique ses connaissances, donc ces écarts ne risquent pas de diminuer ou de disparaître. Voilà, cette première table ronde arrive à sa fin. Je vous remercie encore une fois d'y avoir activement participé. Et on passe maintenant... excusez-moi, parce que moi je pensais que vous alliez le faire pendant les discussions. Allez-y. Oui, on vous écoute.
ce problème existe beaucoup plus au secondaire. Pour la simple raison que la réforme n'est pas encore arrivée au secondaire. Parce que notre problème, c'est ça. D'abord, il n'y a pas de communication entre les différents paliers. Primaire, il évolue en vase clos, le cycle moyen, etc. Mais pour donc la définition retenue officiellement pour l'approche compétence dans le cycle moyen, dans le cycle fondamental, c'est-à-dire primaire et SUM, la définition retenue, c'est le savoir agir responsable. Voilà. Donc il faut se conformer un petit peu à cette définition. Il a parlé de différents projets. Au SUM, ou bien dans le cycle fondamental, nous faisons nettement la différence entre le projet didactique et le projet pédagogique. L'un est le projet de l'enseignant, l'autre est le projet de l'élève. Voilà donc comment les problèmes sont réglés. Un autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est que sur le terrain, nous n'avons pas que les produits, comme enseignants, nous n'avons pas uniquement le produit de l'université. Il y a sur le terrain des enseignants qui sont encore actifs, mais qui ont été recrutés sur un autre mode. J'en connais actuellement qui ont eu comme diplôme licence en finance. Quel rapport il a avec la langue française? C'est parce qu'il a fait sa formation en langue française. Avec ces gens-là qui ont une formation technique, je vous dis que ce n'est pas facile, par exemple, d'expliquer les nuances du subjonctif. Voilà. Je laisse le temps pour le débat plus tard. Très bien. Encore une fois, merci Monsieur Bouzard, merci Monsieur Thierrilt. Vous avez contribué de manière très active et très enrichissante. Cette table ronde est terminée, donc je vous invite à une pause café là tout de suite.